Bon, est-ce que vous voyez bien la diapo? Oui, madame. Bon, alors, donc, pour aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, dans cette séance, nous allons continuer sur la productivité secondaire. Alors, comme vous le voyez sur cette diapo, donc je vais mettre en diaporama. Voilà. Alors, donc, la productivité secondaire, elle dépend de la productivité primaire que nous avons étudiée la semaine dernière. Donc, la productivité secondaire, soit elle dépend directement de la productivité primaire, soit elle dépend indirectement de la productivité primaire. D'accord? Donc, directement quand il s'agit des herbivores, indirectement quand il s'agit des consommateurs secondaires. Et tertiaire, bien sûr, quaternaire, ça dépend de la longueur de la chaîne. Donc, je vais reprendre de là, c'est-à-dire à partir de l'énergie solaire. Donc, on sait que l'énergie solaire, c'est la seule source d'énergie qui nous provient du soleil, et cette source d'énergie, c'est la seule source qui entre dans le système. Donc, elle nous vient du soleil de façon continue, d'accord? Et cette énergie, seuls les autotrophes sont capables de l'intégrer dans le système. Ça veut dire quoi? Les autotrophes sont capables de capter cette énergie et, grâce à leur chloroplaste et à la photosynthèse, ils peuvent la transformer en énergie chimique. D'accord? Donc, les producteurs primaires, c'est les autotrophes. Ils transforment l'énergie solaire en énergie chimique, c'est-à-dire d'abord en production primaire brute. D'accord? Cette production primaire brute, une partie de cette énergie, PPB, sera utilisée par la plante et dissipée sous forme de respiration. Et une partie sera emmagasinée dans la plante. C'est la partie qui forme les tissus de la plante. Et c'est la production primaire nette. Et cette production primaire nette, d'accord? Donc, dans l'énergie chimique ici, on a production primaire brute, d'accord? Qui est égale à la production primaire nette plus respiration. Et je peux tirer de là la production primaire nette, c'est l'énergie qui est emmagasinée, qui est stockée sous forme de molécules organiques, sous forme de tissus, au niveau des autotrophes. Et cette énergie qui est à la disposition, qui est mise, pardon, à la disposition des animaux herbivores, des animaux qui se nourrissent des plantes, d'accord? Des animaux herbivores. Alors, une partie uniquement, donc toute l'énergie mise à la disposition des herbivores n'est pas utilisée par les herbivores. On prend par exemple les racines. Les racines, ils ne sont pas utilisées par les herbivores terrestres. Ils peuvent être utilisés, consommés par les herbivores qui vivent dans le sol. D'accord? Donc, toute la plante n'est pas utilisée par les herbivores. Donc, c'est pour ça que l'énergie qui est stockée sous forme de molécules organiques ou sous forme de tissus, elle n'est que partiellement utilisée par les herbivores. Et cette énergie qui est utilisée par les herbivores, elle n'est pas complètement assimilée par les herbivores. Il y a une partie qui va être éliminée et une partie qui va être assimilée. C'est-à-dire une partie qui est absorbée au niveau du tissu intestinal, si vous voulez. Donc, une partie qui est assimilée par les herbivores et une partie qui est rejetée avec les excréments. Et cette partie qui est assimilée par les herbivores, elle correspond à la production secondaire. Et c'est exactement la production secondaire brute. De cette partie qui est assimilée, on va avoir la production secondaire nette. Parce que les animaux, ils utilisent une fraction de cette énergie assimilée, une grande fraction, pour leur propre dépenses énergétiques, d'accord, pour leur propre métabolisme, pour les déplacements, etc. Et une partie, elle va constituer les tissus. Et cette partie qui va être mise à la disposition des consommateurs secondaires, c'est-à-dire les carnivores d'ordre 1, les carnivores qui se nourrissent sur les herbivores. Et ainsi de suite. Donc, des carnivores d'ordre 1, il y aura de l'énergie qui va être
stocké dans les tissus et qui va être mise à la disposition des consommateurs tertiaires et ainsi de suite. Hein. Ça dépend de la longueur de la chaîne. Ça peut être 3 niveaux, 4 niveaux, plus 5 niveaux en général. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Toujours à la base des chaînes trophiques, on a les autotrophes, d'accord, qui, eux, intègrent l'énergie solaire dans le système et cette énergie, elle est transférée aux autres maillons de la chaîne, d'accord? Donc, cette productivité primaire, elle peut être utilisée directement, c'est le cas des animaux herbivores, ou indirectement, quand il s'agit des consommateurs secondaires ou quaternaires, qui ne font, les consommateurs, ils ne font qu'utiliser la matière organique produite par les autotrophes. D'accord? Alors, donc, on va passer à définir la productivité secondaire. Qu'est-ce que c'est que la productivité secondaire? Eh bien, la productivité secondaire, c'est la quantité de biomasse qui est produite par unité de temps par des organismes consommateurs. Donc, jusque-là, vous devez faire la différence entre biomasse, d'accord, et productivité. D'accord? Donc, la biomasse, c'est quoi? C'est la quantité de matière qui est produite par unité d'espace. Donc, si on travaille en milieu terrestre, dans un champ par exemple, la biomasse, c'est la quantité, soit biomasse végétale ou animale. D'accord? Si on parle de biomasse végétale, c'est la quantité de biomasse végétale produite par unité de surface. Si on travaille en milieu aquatique, la biomasse, la phytomasse, c'est la quantité de matière du phytoplancton, la quantité des algues qui est produite par unité de volume. Si on travaille avec la biomasse animale, d'accord, c'est la quantité de matière organique animale produite par unité de surface ou unité de volume. Donc, c'est ça la définition de la biomasse. Donc, la biomasse, elle est différente de la productivité, que ce soit primaire, quand on biomasse de phytomasse, ou productivité secondaire, quand on parle de biomasse animale. Donc, je reprends la productivité secondaire, c'est la quantité de matière organique produite par unité de surface ou de volume, c'est-à-dire unité d'espace. Ça peut être par unité de surface si on travaille dans une forêt, par unité d'espace quand on travaille en milieu terrestre, d'accord? Ça peut être une savane, ça peut être une prairie, etc. Ou bien on peut dire par unité de volume quand on travaille en milieu aquatique, d'accord? Donc on peut déterminer la quantité de biomasse animale par unité de volume, par unité de temps, produite par les organismes consommateurs. Alors, donc, ce schéma, il nous montre que de la productivité primaire, l'animal n'utilise pas tout ce qui est disponible. Hein. Il va utiliser une portion de cette productivité primaire nette qui est disponible. D'accord? Donc, ce n'est pas la productivité primaire brute, c'est la productivité primaire nette. D'accord? C'est les tissus. Donc, il va manger, par exemple, un herbivore, il va manger des feuilles, donc il ne va pas manger toute la plante, donc il consomme une partie de la plante. Donc, l'animal, il va prendre une partie de cette production primaire nette, et de cette production, de ce qu'il va ingérer, il ne va pas tout assimiler. Il y aura une partie qui va être assimilée, qui est absorbée, ça correspond, cette partie, à la production secondaire brute. Alors, tout ce qui n'est pas assimilé, il va être rejeté avec les excréments. Et c'est ce qui correspond à la quantité qui n'est pas assimilée, non assimilée, c'est-à-dire non digérée. Tout ce qui est digéré, assimilé, ça correspond à la production secondaire brute. Donc, ce qui n'est pas assimilé, il est rejeté avec des excréments et bien sûr, il va subir une décomposition par les micro-organismes et être transformé en matière minérale. Donc, à la fin de la décomposition, on a de la matière minérale. Et tout ce qui est assimilé ne va pas produire
les tissus. Donc, une partie de l'énergie assimilée, elle va servir à la maintenance de l'animal et c'est dissipé sous forme de respiration animale. Donc, une partie de l'énergie assimilée va être utilisée par l'animal, d'accord? Et donc, cette partie utilisée par l'animal, elle correspond aux pertes dues à la respiration animale et une partie qui va constituer les tissus de l'animal. Et la partie qui constitue les tissus de l'animal, donc vous savez que l'animal, quand il mange, il va augmenter en poids, par exemple, il va augmenter en poids, il peut augmenter en volume, il peut augmenter en taille, etc. Donc, il forme des tissus. Et la partie qui forme les tissus, c'est la production secondaire nette. Donc, il faut différencier la production primaire nette de la production secondaire nette. D'accord? Donc, et la production secondaire brute de la production primaire brute. Donc, quand on parle de primaire, on est au niveau des autotrophes. Quand on parle de production secondaire, on est au niveau des hétérotrophes. Et les hétérotrophes, ils ne font convertir que la matière organique en matière organique. D'accord? Donc, attends, pardon, je reviens là. Donc, la production secondaire brute est égale à la production secondaire nette plus la respiration. Donc, de là, je peux tirer la production secondaire nette si j'ai la quantité assimilée par l'animal et la quantité perdue par respiration. Donc, la production secondaire nette est égale à la production secondaire brute moins la respiration. Alors, cette production secondaire nette, elle équivaut à environ 5 à 20% de la production primaire nette, de ce qui est mis à la disposition de l'animal. Donc, elle n'équivaut que 5 à 20%. Et ces chiffres sont très variables selon la nature des aliments consommés par l'animal et selon la nature du régime alimentaire. Donc, cette production secondaire, elle équivaut à 5 à 20% de la production primaire nette. Et ceci est dû au fait que ces chiffres, ils varient suivant la nature des aliments et ou la nature des régimes alimentaires. C'est dû aussi à l'efficacité à laquelle l'animal peut tirer profit des aliments. Donc, plus l'animal est capable de tirer profit des aliments, plus il va produire, plus il va augmenter la productivité secondaire nette. Et donc, il y aura, plus il assimile bien, d'accord, et plus il convertit ce qu'il assimile en tissu, d'accord, donc plus il tire profit des aliments et il les transforme en tissu, donc il peut avoir un bon rendement. Et ça dépend aussi des dépenses énergétiques de l'animal. Qu'est-ce que c'est que les dépenses énergétiques de l'animal? Vous savez que ça rentre dans les pertes par respiration. Vous savez que l'animal, il a besoin de bouger, il cherche sa nourriture, il se reproduit, il se déplace, etc. Et donc, il a besoin d'une certaine quantité de ce qu'il consomme pour assurer ses déplacements, pour assurer toutes ses activités. Et donc, si les dépenses énergétiques de l'animal sont très élevées, il y aura une grande quantité de la matière qui est consommée ou assimilée qui va être perdue sous forme de respiration. Donc, la PSN, elle dépend de la nature des aliments consommés. Si les aliments sont très riches en énergie, donc il peut en tirer profit. De la nature des régimes alimentaires, un régime alimentaire herbivore est différent d'un régime alimentaire carnivore, de l'efficacité des organismes à tirer profit des aliments qu'ils consomment et des dépenses énergétiques de l'animal. En général, la production secondaire nette, elle est de l'ordre de 10%, mais ces chiffres, ils sont très variables. Donc, ici, sur ce schéma, vous avez la matière organique ingérée, d'accord? Et cette matière qui est ingérée, elle n'est pas toute transformée en PSN, non. Une partie sera assimilée et une partie sera rejetée avec les fesses, les excréments, c'est la matière non assimilée, d'accord? Donc, le schéma, il reprend
en flèche, ce qu'on a vu tout à l'heure, et l'importance des flèches nous montre l'importance de la matière non assimilée, l'importance des pertes par respiration. Et donc, à ce sens, si on compare aux pertes par respiration et à la matière non assimilée, peu de matières sont transformées en tissu. Donc, et ça revient à dire que la PSN, elle équivaut environ 5 à 10% de la PP, qui n'est pas représentée sur ce schéma. Donc, de la PPN, une partie est ingérée. De cette production primaire nette, une partie est ingérée. D'accord? Alors, on peut évaluer la production secondaire. Donc, on a vu que la production primaire peut être évaluée de différentes façons. Également, la production secondaire peut être évaluée. Mais l'évaluation de la production secondaire est un travail qui est dur, difficile, il est coûteux en temps et en moyens. Et c'est un travail qui est très difficile. Pourquoi? Parce que dans la nature, surtout quand on veut le faire dans la nature. D'accord? Donc, ce travail ou bien l'évaluation de la productivité primaire, c'est un travail qui est difficile à faire. Ceci est dû au fait que les organismes consommateurs ne sont pas totalement maîtrisables dans la nature. Et en plus, ces organismes dans la nature, ils changent de régime alimentaire. Donc, ils changent de régime alimentaire parce que le régime alimentaire, il dépend des saisons. Donc, ils changent de régime alimentaire en fonction des saisons. Ils changent de régime alimentaire aussi en fonction de l'âge, pendant la reproduction, etc. Donc, c'est pas si on veut évaluer la productivité secondaire, il faut tenir compte de ces changements. Et donc, c'est pas évident de contrôler ou bien de suivre les animaux pendant toute une année pour donner ou pour évaluer leur productivité secondaire. Ce qui fait, on se contente de l'estimation rapprochée de la production secondaire. Alors, si on veut mesurer la productivité secondaire au niveau de l'individu, on doit d'abord déterminer l'ensemble des dépenses énergétiques de l'individu, d'accord? On doit connaître ses dépenses énergétiques. On doit connaître la nature des aliments qu'il consomme. On doit estimer ou bien connaître la quantité des aliments qu'il consomme, d'accord? Pour pouvoir déterminer la productivité. Et donc, la quantité des aliments ingérés, elle peut être évaluée de façon exacte sur des animaux qui sont en captivité. Donc, c'est-à-dire des animaux qui sont maintenus en captivité, mais qui sont maintenus dans des conditions aussi naturelles que possible. Donc, on peut le faire sur des animaux en captivité, mais qui sont maintenus dans des conditions qui se rapprochent des conditions naturelles. Et ensuite, on peut extrapoler aux animaux qui sont en liberté. Donc, on fait des extrapolations. Par exemple, si on fait ça au niveau chez un mouton, d'accord, chez un mouton qui est dans l'étable, c'est pas comme chez un mouton qui pâture dans les champs. Donc, il faut savoir que un mouton qui pâture dans les champs, il a besoin d'une énergie pour se déplacer. Donc, il consomme beaucoup plus en énergie qu'un mouton qui est dans l'étable. Et cette quantité d'énergie est estimée à 40% en plus de l'énergie qui peut être utilisée chez un mouton qui est dans une étable. Et donc, pour déterminer les dépenses de maintenance sur les animaux dans la nature, c'est pas un travail qui est facile, hein? C'est un travail qui est délicat et on essaye d'estimer ces dépenses chez l'animal dans la nature. Donc, on travaille sur des animaux en captivité pour extrapoler chez des animaux qui vivent dans la nature. Ça, en ce qui concerne l'évaluation de la productivité secondaire. Et sur cette diapo, on va comparer la productivité chez deux animaux herbivores. Donc, vous avez ici deux animaux herbivores. Une chenille à votre gauche et vous avez
un cerf à votre droite. Donc, tous les animaux sont des animaux herbivores. Ils se nourrissent d'herbe. D'accord? Mais ils ont des absorptions différentes et on va voir la production secondaire chez ces deux animaux. Donc, si vous observez le diagramme de la chenille, vous voyez que l'animal, il absorbe, c'est-à-dire l'énergie assimilée, absorption intestinale, d'accord, ou bien matière absorbée, elle est de 44,5%. 44,5%. Moins de 50% est absorbé de ce qu'il ingère. De ce qu'il ingère, il absorbe uniquement 44,5%. Donc, le reste, il est rejeté sous forme d'excréments. Alors que le cerf, il absorbe 70% de ce qu'il ingère. Le cerf absorbe 70% de ce qu'il ingère. Donc, si je compare déjà l'absorption chez deux herbivores, l'absorption chez le cerf est beaucoup plus importante que chez la chenille. D'accord? Donc, pour les excrétions, chez la chenille, 55,5% de ce qu'il ingère est excrété, donc est perdu, est rejeté sous forme d'excréments. Alors que 30% uniquement qui est rejeté, qui n'est pas assimilé. Donc, ça, c'est la quantité de matière non assimilée. D'accord? Donc, l'énergie non assimilée chez le cerf, elle est, la chenille, elle est de 55,5%. Chez le cerf, elle est de 30%. Donc, l'énergie non assimilée est faible chez le cerf. Pour la croissance, le cerf, il transforme 18% de ce qu'il assimile, 18% de ce qu'il assimile en tissu. D'accord? Il transforme 18% de ce qu'il assimile en tissu. Et, la chenille, elle transforme 14,5% de ce qu'elle assimile en tissu. Donc, c'est la production. Ici, vous avez la production secondaire nette. Production secondaire nette. Alors, ici, l'absorption intestinale. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'absorption secondaire brute. L'absorption intestinale, ça correspond à l'absorption secondaire brute. Les pertes ou bien les déplacements de l'animal, donc ce sont des déplacements sur de petites distances. Il se déplace sur l'arbre. Donc, il perd 30% de ce qu'il assimile en respiration. Alors que le cerf, il perd 52% de ce qu'il assimile en respiration. Pourquoi il perd beaucoup plus, ou bien une grande quantité de ce qu'il assimile en respiration? Parce que l'animal, il se déplace sur de grandes distances pour aller chercher sa nourriture. Au moins ça. Donc, rien que pour aller chercher la nourriture, il doit se déplacer. On peut ajouter à ça, il doit s'échapper aux prédateurs, etc., etc. Donc, il dépense beaucoup d'énergie ou il dépense beaucoup de ce qu'il assimile en respiration. Et ce qui reste, 18% de ce qu'il assimile, il le transforme en tissu. Et si on compare la productivité secondaire nette chez les deux animaux, le cerf, il a une production secondaire nette meilleure que celle de la chenille. Donc, on a deux herbivores et on a des utilisations différentes de ce que l'animal ingère. D'accord? Même si le régime alimentaire chez les deux c'est un régime herbivore, il y a les dépenses énergétiques qui sont importantes chez le cerf par rapport à la chenille. Alors, autre exemple qui va nous montrer le rendement en viande des animaux qui sont élevés pour la boucherie, d'accord? Pour exploiter la viande. Donc, ici, vous avez la quantité de viande produite
rapport à la quantité de graines qui est donnée en nourriture. Donc, le rendement chez le bœuf, il est de 5%. Le rendement en viande, il est de 5%. Le rendement chez le porc, il est de 17%. Et le rendement de la dinde de 25%. Le rendement de poulet de 32%. Alors ici, je vais vous donner un peu de temps pour réfléchir. Pourquoi ces rendements sont différents? Ça peut être dû à quoi? Et je vais vous poser la question, comment on peut maximiser ces rendements? Donc, pourquoi on a des différences de rendement et comment on peut maximiser ces rendements? Donc, le but d'un éleveur, c'est quoi? C'est de produire le plus en donnant la bonne nourriture et il ne doit pas dépenser beaucoup en nourriture. Il ne doit pas y avoir des pertes en nourriture. Donc, il doit donner une nourriture, d'accord, qui est, entre parenthèses, elle doit être comment? Pour qu'il y ait un bon rendement. Et donc, sur quoi il peut jouer pour avoir un bon rendement en viande. Bon, je vous laisse réfléchir, hein, mais j'attends vos réponses. Hein. Donc ici, vous avez le poulet qui donne le meilleur rendement, suivi par la dinde, suivi par le porc et enfin le bœuf. Rien qu'à ça, il faut penser aux dépenses énergétiques. D'accord? Donc les dépenses énergétiques du bœuf ne sont pas les mêmes que ceux du porc, de la dinde et du poulet. D'accord? Donc le bœuf, il doit avoir des dépenses énergétiques importantes par rapport au porc, par rapport à la dinde, par rapport au poulet. Et donc, pour améliorer, ou bien pour maximiser le rendement en viande, il faut limiter ses dépenses énergétiques. Il faut diminuer les dépenses énergétiques de l'animal. Et c'est pour ça que si vous allez chez un éleveur de poulet, vous allez voir que l'éleveur de poulet, il les met dans un espace réduit pour limiter leurs déplacements. Et plus on limite les déplacements des animaux, plus on gagne en dépenses énergétiques. Plus ce qui est mangé, il va dans la production des tissus, pas dans les déplacements de l'animal. Et aussi pour améliorer le rendement en viande ici, on doit fournir une nourriture qui est facile à assimilée par les organismes vivants et qui est riche en énergie. Donc, il faut savoir que la nature de la nourriture est différente du point de vue calorique. Donc, certaines nourritures sont beaucoup plus riches que d'autres du point de vue calorique. Donc, un éleveur, pour améliorer le rendement en viande de ces animaux, il faut leur donner une nourriture qui est facile à digérer et facile et riche en énergie, et il doit minimiser les dépenses énergétiques de l'animal. D'accord? Alors, je passe à un autre titre qui est le flux d'énergie et la circulation de la matière. Donc, en ce qui concerne ce qu'on a déjà vu sur la productivité, vous allez avoir un TD prochainement et on va, de la même façon que la dernière fois, on va vous envoyer le TD sous forme de devoir à faire et à envoyer si vous voulez gagner un bonus qui sera comptabilisé avec la note finale du module. Donc, on va passer à la notion de flux d'énergie. Qu'est-ce que c'est que le flux d'énergie? Alors, donc, le flux d'énergie, il est lié à la chaîne trophique. D'accord? Vous voyez que l'énergie solaire, elle circule d'un maillon à l'autre. Donc, elle passe d'un maillon à l'autre. L'énergie solaire, elle circule d'un maillon à l'autre. Et cette circulation, elle se fait à chaque niveau, elle se fait avec des pertes. On a des pertes jusqu'au dernier niveau. Et donc,
En arrivant au dernier niveau, on voit que l'énergie, elle diminue de façon très importante. Donc, ici, on est parti d'une énergie de l'ordre de 10 à la puissance 6, donc l'énergie incidente. Et de cette énergie incidence, il y a une grande partie qui n'est pas utilisée. Quelle est cette énergie qui n'est pas utilisée? L'énergie solaire qui n'est pas utilisée par les producteurs primaires. Hein? C'est l'énergie dont les radiations ne sont pas utilisées par la plante. Donc la plante, elle n'utilise pas toutes les radiations émises par le soleil. D'accord? Donc, du soleil, de cette énergie, il y a une grande partie qui n'est pas utilisée par la plante, une partie qui est dissipée sous forme de respiration et une partie qui va être transformée en production primaire nette et mise à la disposition des consommateurs primaires qui sont les herbivores. Alors, de 10 à la puissance 6, dans ce schéma, on arrive à 10 à la puissance 3. De cette énergie qui est assimilée par l'herbivore, une partie qui est ingérée, pardon. Ici, c'est l'énergie ingérée. De cette énergie qui est ingérée par l'herbivore, il y a une partie qui n'est pas assimilée, donc qui est rejetée par l'animal. Et une partie qui est perdue sous forme de respiration, et seule une partie qui va servir à la production secondaire. Elle est de l'ordre de 10 à la puissance 2. Alors, l'énergie mise à la disposition du consommateur secondaire n'est pas utilisée en totalité. Une partie est non assimilée, une grande partie qui va servir, qui va être perdue sous forme de respiration. D'accord? Donc, les dépenses énergétiques sont très importantes ici parce que l'animal, il bouge beaucoup, il a de grandes dépenses énergétiques et l'infime partie qui nous reste, qui donne la production tertiaire. Donc, on voit que l'énergie solaire ou bien l'influx nerveux, l'influx solaire qui nous parvient du soleil, il va circuler dans la chaîne et à chaque passage d'un maillon à l'autre, on a des pertes importantes de cette énergie. Et donc, le flux d'énergie et le transfert, c'est quoi le flux d'énergie? C'est le transfert de l'énergie solaire le long de la chaîne trophique et à chaque passage lors de ce transfert, il y a des pertes de l'énergie. Donc, l'énergie est perdue à chaque passage jusqu'au dernier maillon de la chaîne. Ça peut être au 4e maillon, 5e maillon de la chaîne. Alors, ce flux d'énergie, il dépend d'abord du rayonnement solaire incident. Et ce rayonnement solaire incident, lui-même, il dépend de quoi? Il dépend des saisons. Donc, ce rayonnement solaire, il varie suivant les saisons. Il varie suivant la latitude. Il varie suivant les heures de la journée. Donc, le matin et le soir, le rayonnement, il est faible par rapport au milieu de la journée. Et le flux, c'est-à-dire le transfert de l'énergie, il dépend du rayonnement solaire incident et il dépend aussi de l'efficience avec laquelle les organismes qui se succèdent dans la chaîne trophique exploitent les ressources trophiques et les convertissent en biomasse. Donc, ça peut dépendre aussi de l'efficacité des organismes vivants à exploiter ces ressources trophiques et les transformer en biomasse, c'est-à-dire donner la production secondaire nette, la production nette. Alors, l'énergie, elle sert à quoi? Cette énergie que les organismes reçoivent, elle sert à différentes fonctions réalisées par l'organisme. Elle sert à la maintenance de l'organisme, d'accord? C'est-à-dire à l'entretien de l'organisme et aux activités de cet organisme. Donc, l'organisme, il a besoin de bouger, d'effectuer des mouvements, etc. Donc, l'énergie qu'il reçoit, il va l'utiliser dans la maintenance. Il va l'utiliser aussi dans la croissance. Donc, il peut augmenter en taille, en poids, donc il va la transformer en tissu. Il a besoin de l'énergie aussi pour assurer ses fonctions de reproduction, c'est-à-dire la production de gamètes ou bien de graines, etc.
Et la quantité d'énergie qui entre dans un écosystème, elle détermine le nombre maximal de niveaux trophiques dans cet écosystème. Plus le système il a de l'énergie ou bien il dispose de l'énergie, plus il y aura des niveaux trophiques. Donc, quand il n'y a plus assez d'énergie pour maintenir un niveau trophique supérieur, la chaîne, elle s'arrête. Et c'est pour cette raison-là que la chaîne ne peut pas être très longue. D'accord? Donc, on a vu que le flux d'énergie, il est étroitement lié à la chaîne trophique. Et donc, la quantité d'énergie qui entre dans un écosystème, c'est elle qui va déterminer le nombre de niveaux trophiques dans les chaînes trophiques. Donc, chaque niveau, il dépend du niveau qui le précède. Donc, chaque niveau dépend du niveau qui le précède. Et donc, comme on a vu, lors du flux d'énergie, l'énergie, elle diminue à chaque niveau. Et donc, quand il n'y a plus d'énergie pour maintenir le niveau qui va suivre, la chaîne, elle peut s'arrêter. Et cela nous explique, on l'a déjà vu, on a vu qu'en milieu terrestre, les chaînes ne peuvent pas être très longues, elles ont de 3 à 4 niveaux. Cela nous explique pourquoi ces chaînes trophiques ne peuvent pas être longues. Et donc, et on aura plus de 4 niveaux de niveaux trophiques dans une chaîne alimentaire. Alors, cette énergie qui circule dans le système, elle peut être quantifiée. Elle peut être quantifiée au niveau des individus, comme on peut la quantifier au niveau dans un niveau trophique, comme on peut la quantifier au niveau d'un écosystème. Donc, l'énergie qui circule dans le système, c'est-à-dire qui circule entre les niveaux trophiques, on peut la quantifier. Et donc, d'où la notion de bilan énergétique ou rendement énergétique. Donc, vous savez que l'énergie qui arrive au niveau de plante, qui est absorbée par une plante ou un animal, elle n'est pas en totalité utilisée par l'animal ou par la plante. Donc, l'énergie absorbée, elle est partiellement utilisée, soit par la plante, soit par l'animal. Et donc, le flux d'énergie qui traverse une plante ou un animal pendant une période déterminée peut être quantifié, d'où les bilans énergétiques. Et les systèmes biologiques, ils obéissent au principe de la thermodynamique, de conversion d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qui traverse les systèmes, elle peut être convertie d'une forme à une autre, mais cette énergie, elle n'est jamais créée ou détruite. Donc, il faut savoir que l'énergie qui traverse les systèmes est convertie d'une forme à une autre, mais elle n'est jamais détruite ni créée. Et donc, on peut établir un bilan énergétique, c'est-à-dire un bilan de sortie, un bilan d'entrée et de sortie des systèmes, de sortie de l'énergie, au niveau d'une plante ou bien même au niveau d'une feuille, d'accord? Et on peut évaluer l'énergie qui est accumulée pour former de la biomasse. Et on va voir des exemples. Donc, premier exemple, on va étudier le bilan énergétique au niveau d'une plante verte. Donc, cet exemple, il est tiré du livre Barbeau, d'accord, qui lui-même l'a tiré de Hall, 1979. Donc, vous avez ici une feuille, d'accord, ou bien une feuille d'une plante, et on a l'énergie incidente. Donc, toute l'énergie incidente qui arrive au sol, il faut savoir que l'énergie qui vient du soleil, elle n'arrive pas en totalité au niveau du sol. D'accord? Donc, je vais faire un petit rappel. On a vu que l'énergie qui vient du soleil, il y a une grande partie qui est absorbée par les nuages, les gaz qui se trouvent dans l'atmosphère. Et une partie, elle est réfléchie. Elle est réfléchie aussi par les nuages, elle est réfléchie par les gaz. Une partie de l'énergie qui arrive au sol est également réfléchie vers l'espace. Donc, toute l'énergie qui est réfléchie vers l'espace, elle correspond à peu près 50% de l'énergie qui vient du soleil. Les 50% autres qui arrivent au niveau de la Terre ne sont pas utilisés totalement par la plante.
Donc, seules des radiations qui se trouvent dans le bleu violet et le rouge qui sont vraiment utilisées par la plante. Donc, le chloralgisage de la plante, il est incapable d'utiliser toute l'énergie qui lui parvient. D'accord? Donc, il y a certaines longueurs d'onde qui ne sont pas utilisées par la plante. Et donc, ici, on a fait le bilan énergétique au niveau des plantes et on a trouvé que si on a par exemple 1000, de ces 1000, la quantité là de 1000, de ces 1500 qui est absorbée par la plante, qui arrive à la plante, pardon, qui peuvent être absorbés par la plante, et 500 qui constituent des longueurs d'onde non utilisables par la plante. De ces 500 qui sont constitués de longueurs d'onde utilisables par la plante, une partie est réfléchie par la plante et une partie va être absorbée. D'accord? Donc, 400 uniquement qui est absorbé. Donc, alors, je vous laisse réfléchir et me donner le pourcentage d'énergie absorbée par la plante. Donc, calculez le pourcentage d'énergie absorbée par la plante et donnez-moi une réponse. J'attends. Donc, vous voyez, vous devez calculer le pourcentage de l'énergie absorbée par la plante. On va également déterminer la production primaire de la plante, brute, la production primaire nette. Et vous allez me donner la production primaire nette en fonction de l'énergie incidente. Donc, je vous laisse réfléchir pendant 5 minutes à cet petit exercice. Alors, si quelqu'un a la réponse, il peut me la donner. Donc, je vais vous aider un peu. Le pourcentage d'énergie absorbée par la plante par rapport à quoi? Par rapport à l'énergie incidente. Vous donnez ça par rapport à l'énergie incidente. Allez. C'est facile, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? C'est un simple rapport. Bon, j'attends 2 minutes.
Il ne faut pas hésiter, il y a une réponse juste pour la première question. D'accord? Donc, le rapport, deux réponses, juste trois. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on va passer à notre... alors, bon, donc, le pourcentage, c'est 40%. Donc, je ne sais pas comment ont fait certains d'entre vous pour ne pas trouver cette valeur. Ils ont trouvé une autre valeur. Mais le rapport, c'est 400 sur 1000. Il y a une ou une étudiante, je ne sais pas qui c'est, qui a mis le rapport, mais il a oublié de multiplier par 100. Donc, on étudie un pourcentage. D'accord? Donc, c'est 400 sur 1000 que multiplie 100. Ça nous donne 40% de l'énergie incidente qui est absorbée par la plante, par les feuilles. D'accord? Donc, maintenant, je vous demande, bon, je ne sais pas, parce il y a des réponses, mais je ne sais pas si c'est des réponses de PPB, mais pour l'instant, pour cette réponse, c'est 40%. Donc, si pour les gens qui ont trouvé 20 ou 60, c'est pas pour le pourcentage d'énergie incidente utilisée par la plante. Donc, si je veux donner le pourcentage de l'énergie utilisée par la plante, je n'ai qu'à prendre l'énergie absorbée, elle n'a absorbé que 400%. Parce ce qui est émis. Vous savez, ce qui est émis, c'est 1000. Mais toute l'énergie émise n'est pas absorbée. Donc, il y a 500 qui fait partie de longueur d'onde qui ne sont pas utilisées par la plante et 500 qui peuvent être utilisées par les plantes. Mais de ces 500 utilisées par la plante, il y a une partie qui est réfléchie. Et donc, ce qui peut être utilisé par la plante de l'énergie incidente, c'est 400 sur 1000 que multiplie 100. Et ça nous fait 40% de l'énergie incidente qui est absorbée par les chloroplastes. Maintenant, je vais vous demander de déterminer la production primaire brute. Donc, si vous regardez votre schéma, vous avez de cette énergie qui est absorbée par les chloroplastes, il y a une grande partie qui va servir à la photosynthèse. Donc, qui va dans la photosynthèse, de l'énergie utilisée dans la photosynthèse, 368. Et 72 uniquement qui est transformée en glucose, c'est-à-dire en énergie chimique. C'est la photosynthèse. Hein? Donc, la photosynthèse, elle nous donne du glucose, matière organique. D'accord? Et ça correspond à 92. Donc, quelle est la production primaire brute? Alors, je vais regarder les chats. Oh là là, on s'en pardon, j'ai donné la réponse, mais qu'est-ce que je vais... D'accord, je reviens ensemble. Oh, je regarde les chats. Oui, bon, il y a Fedwa qui a trouvé, Châtellement, je ne donne pas les noms, mais les chats, tout le monde regarde les chats, c'est 23%. D'accord. Donc, je reviens à la diapo. Et donc c'est 23%. Donc, 23% de cette énergie est fixée sous forme d'énergie chimique. D'accord? C'est la production primaire brute. Le reste, il est dépensé dans la photosynthèse. Le reste est dépensé dans la photosynthèse. On peut le calculer. On peut le calculer en mettant 308 sur 400 que multiplie 100. Et ça va nous donner, si j'ai 23% ici, je peux mettre 100 moins 23%. D'accord? 100 moins 23%, c'est 77%. Donc, c'est 308 sur le 400 multiplié 100, ça va nous donner 77%. Donc, la production primaire brute est de l'ordre de 23%. Donc, uniquement 23% de cette énergie qui est absorbée par les chloroplastes est transformée en énergie chimique, production primaire brute. La production primaire nette. La production primaire nette, comment je la calcule? Vous avez ici la production primaire nette. Donc, de ces 92%, 55% est transformé en tissu. D'accord? Et 31%, pardon, ce ne sont pas des pourcentages, hein, 55 de ces 92, on a 55 qui est transformé en tissu, c'est la production primaire nette, et 37%
qui est perdue sous forme de respiration. Donc, elle permet, c'est utilisé dans le métabolisme de la cellule et qui est dissipée sous forme d'énergie qu'on appelle respiration. D'accord? Donc, la production primaire nette, c'est quoi? C'est 55% sur les 92 que multiplié 100. Et ça nous donne 60% de l'énergie chimique est convertie en tissu. Elle a servi à la synthèse de nouveaux tissus, c'est-à-dire les feuilles, les racines, les tiges, etc. de la plante. D'accord? Et 40%, les 40% restants, qui correspondent à 37 ici, les 40% sont perdus sous forme de respiration. Alors, ici, je vais vous demander de me donner la production primaire nette en fonction de l'énergie incidente. La production primaire nette en fonction de l'énergie incidente. Donc, ça va être quoi? Ça va être 55. Donc, la production primaire nette, c'est 55. D'accord? 55 sur 1000 que multiplie 100. Et ça va nous donner 5,5%. Donc, 5,5% de l'énergie incidente sont transformés en biomasse. D'accord? Sont transformés en tissu. Et ça, dans le cas de monoculture. Donc, c'est une expérience faite dans le cas de monoculture. D'accord? Donc, ça va avec cet exercice? Donc ça, c'est le bilan énergétique au niveau d'une plante. On peut étudier également le bilan énergétique au niveau des individus, c'est-à-dire au niveau des consommateurs. Donc, l'énergie qui est ingérée par un consommateur, elle peut connaître plusieurs voies, plusieurs destinées. Et on peut établir un budget énergétique ou un bilan énergétique au niveau d'un consommateur. Donc, voilà. Ici, dans ce diagramme, vous avez l'énergie accumulée dans le niveau inférieur. Si on est dans le niveau 1, c'est l'énergie accumulée, c'est la production primaire nette. D'accord? Au niveau 1, production primaire nette, c'est-à-dire l'énergie accumulée par les plantes est mise à la disposition des herbivores. D'accord? Donc, l'herbivore, on va voir les deux cas. Là, quand on est entre le premier niveau et le deuxième, on peut avoir un deuxième cas quand on est entre un consommateur primaire et un consommateur secondaire. Donc, si on est par exemple au niveau 1, l'énergie disponible pour le niveau 2, donc le niveau 1, c'est les autotrophes. Donc, au niveau des plantes, par exemple. Toute l'énergie qui est disponible pour l'herbivore ne va pas être utilisée par l'herbivore. Il va ingérer une partie. Et une partie ne se peut pas ingérer, non utilisée. Ça correspond à l'énergie non utilisée. Donc, il va ingérer une partie, il va consommer une partie. Ça correspond à l'énergie ingérée. Cette énergie qu'il ingère ne va pas être assimilée en totalité. Une partie de l'énergie ingérée est assimilée par l'animal. Assimilation intestinale, si vous voulez. Et cette énergie assimilée par l'animal, elle correspond à quoi? Elle correspond à la production secondaire. D'accord? Brute. Elle correspond à la production secondaire brute. On la note ici A. Donc, l'énergie assimilée, A. A, en référence à assimilée. Donc, c'est la production secondaire brute. Ce qui n'est pas assimilé est rejeté par l'animal, d'accord, avec les excréments. C'est l'énergie qui n'est pas utilisée, ou la matière qui n'est pas consommée. C'est la matière qui correspond à l'énergie, bien sûr, et c'est la matière qui n'est pas assimilée. C'est la matière non assimilée. Alors, de cette énergie assimilée, il va y avoir une partie de l'énergie assimilée qui va servir à la maintenance et à la respiration de l'animal. Donc, c'est l'énergie qui sert aux dépenses
énergétiques. Ce sont les dépenses énergétiques de l'animal, la maintenance de l'animal, la respiration, et une partie qui va être stockée au niveau de l'animal. Cette énergie stockée sous forme de tissu. Et donc, ça correspond à l'énergie de croissance, d'accord, et l'énergie de reproduction. Des fois, on parle que de l'énergie de croissance. C'est la production secondaire nette. Production secondaire nette. Le P, c'est la production secondaire nette. Donc, si je prends un autre niveau, c'est-à-dire le niveau de la proie herbivore, qui est la proie, si j'ai ici à la proie, qui est un herbivore, et cet herbivore, ou bien cette proie, elle est mise à la disposition d'un carnivore d'ordre 1. D'accord? Donc, toute la proie n'est pas consommée par le carnivore. Par exemple, les os ne sont pas consommés, la peau ne sont pas consommés, et donc toute la proie n'est pas consommée. Il y a une partie de la proie qui est consommée. Donc, c'est l'énergie ingérée. Et l'énergie qui n'est pas consommée, la partie qui n'est pas utilisée, c'est l'énergie non utilisée. La partie qui est consommée par l'animal n'est pas totalement digérée. Il y a une partie qui est digérée, c'est la partie assimilée. La partie non digérée, c'est la partie qui va être rejetée avec des excréments dans les fesses. Donc, la partie assimilée, je reprends, que c'est la production secondaire brute. D'accord? Et cette production secondaire brute, de cette production secondaire brute, on a une partie qui va servir à la production secondaire nette et une partie qui va servir à la maintenance de l'animal et qui va être dissipée sous forme de respiration. C'est l'énergie perdue sous forme de respiration. D'accord? Donc, l'énergie assimilée, le A qui est là, est égal à P plus R. A est égal à P plus R. L'énergie ingérée est égale à l'énergie assimilée, le I, l'énergie assimilée, plus l'énergie non assimilée. D'accord? Donc, l'énergie assimilée, c'est I, c'est l'énergie ingérée, moins l'énergie non assimilée. Donc, si on peut déterminer le bilan énergétique au niveau des individus, on peut également le déterminer au niveau des maillons de la chaîne, c'est-à-dire à chaque niveau des consommateurs de chaque niveau. Et je peux également, par analogie, déterminer le bilan énergétique d'un écosystème. D'accord? On peut déterminer le bilan énergétique d'un écosystème. D'accord? Alors, on va passer à définir qu'est-ce que c'est que le rendement écologique. Vous savez que sur ce schéma, vous avez le rendement écologique qui, lui, dépend du rendement d'exploitation, du rendement d'assimilation et du rendement de production. À ce niveau-là, je peux déterminer un rendement. C'est le rendement d'exploitation, c'est-à-dire le rendement d'exploiter l'énergie qui est disponible dans le niveau précédent. D'accord? Donc, le rendement, si je suis au niveau de l'herbivore, je peux déterminer le rendement d'exploitation de l'herbivore, de l'herbe qui est mise à sa disposition. Je peux également déterminer le rendement d'assimilation. D'accord? Combien il assimile par rapport à ce qu'il a ingéré. Je peux déterminer le rendement de production. Et enfin, on peut déterminer le rendement écologique des organismes. Alors, le rendement écologique des organismes, on l'appelle également l'efficacité écologique des organismes. Et donc, ce rendement, c'est le rapport, d'accord? C'est le rapport entre la production nette d'un niveau trophique sur la production nette du niveau trophique précédent. Alors, si on est entre niveau 1 et 2, la production, c'est en niveau 1 et 2. Rappelez-vous, le niveau 1, c'est les plantes ou les autotrophes. Le niveau 2, c'est les herbivores. Donc, je peux mettre carrément ici production primaire nette sur la production secondaire nette des herbivores. Production primaire nette des autotrophes, de l'autotrophe niveau 1, sur la production secondaire nette des herbivores. Donc, on n'a pas noté ici ni
primaire ni secondaire parce que ça dépend du niveau trophique où on est. D'accord? Donc, production nette d'un niveau trophique N sur la production nette du niveau trophique précédent, N-1, que multiplie 100. Il ne faut pas oublier ce 100. Par exemple, le jour de l'examen, les étudiants, ils sont un peu perturbés, ils oublient de mettre le 100, ce qui fait, ça fausse leur résultat. Donc, il ne faut jamais oublier ce facteur 100. On multiplie toujours par le rendement par 100. D'accord? Donc, si je suis au niveau 3, d'accord? Donc, la production nette d'un niveau trophique, d'accord, N3 est égale à la production nette du niveau trophique précédent, c'est 3 moins 2, du niveau 2. Donc, c'est la production secondaire du niveau trophique sur la production secondaire du niveau trophique 2, que multiplie 100. Ça, c'est le rendement de production du niveau trophique 3. D'accord? Alors, pardon. En général, ce rendement écologique, il est de l'ordre de 10%. D'accord? Tout à l'heure, on a vu que l'efficacité à laquelle les organismes peuvent transformer l'énergie en productivité, il varie entre 5 et 20. Mais en général, ce rendement écologique, il est d'environ 10%. Donc, à chaque passage d'un niveau trophique à un autre, on a une perte d'énergie, d'accord, qui correspond à 90%. Donc, des 100% qui existent à un niveau, on a uniquement 10% de l'énergie qui sera emmagasinée dans le niveau suivant. D'accord? Des 100% d'énergie qui se trouvent à un niveau précédent, on a uniquement 10% de cette énergie qui est stockée sous forme de biomasse au niveau suivant. D'accord? Donc, je relis ça. En général, l'efficacité écologique est d'environ 10%. À chaque passage d'un niveau trophique à l'autre, la quantité d'énergie diminue de 90% et seuls 10% de l'énergie stockée sous forme de biomasse à un niveau trophique donné est condensée en biomasse au niveau suivant. D'accord? Donc, on va illustrer ça par un schéma par la suite. Donc, le rendement écologique, donc ça, j'ai dit tout à l'heure que ce rendement écologique, on l'appelle aussi l'efficacité écologique ou efficience écologique, c'est la même chose. L'efficacité écologique ou rendement écologique ou efficience écologique, c'est la même chose. Donc, ce rendement écologique, il dépend du rendement d'exploitation, du rendement d'assimilation et du rendement de production. Et ces différents rendements, on peut les calculer. Donc, le rendement d'exploitation, c'est quoi? C'est l'énergie ingérée, d'accord? C'est-à-dire l'énergie de la proie. Si on est ici, on a au niveau de la proie, c'est l'énergie ingérée. D'accord? L'énergie ingérée sur l'énergie disponible. D'accord? La proie, ça peut être, si on est ici au niveau d'un herbivore, ça peut être l'herbe ici. D'accord? Si ici on est au niveau d'un prédateur, c'est la production nette de la proie. Donc, production secondaire nette de la proie, pour être plus précis. PSN de la proie. Donc, l'énergie ingérée sur l'énergie disponible que multiplie 100. C'est le rendement d'exploitation du consommateur, prédateur. D'accord? Le rendement d'exploitation. Pour l'énergie, ou bien pour le rendement d'assimilation ou efficience d'assimilation, c'est l'énergie assimilée, d'accord? L'énergie assimilée sur l'énergie ingérée. Donc, c'est facile à déterminer. Si vous connaissez ce diagramme, d'accord, si vous arrivez à le mettre en place, vous pouvez tirer les formules. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur ces formules. Vous pouvez les tirer de ce diagramme. Et pour établir ce diagramme, c'est facile. Je mets ici l'énergie de la proie, d'accord? De cette énergie disponible de la proie, une partie va être ingérée, d'accord? Une partie non utilisée. De la partie ingérée, je peux avoir une partie qui est éliminée ou bien rejetée avec les excréments et une partie qui est assimilée. Et de l'énergie assimilée, j'ai une partie qui va servir à la production nette
D'accord? Donc, pour le rendement d'assimilation, c'est l'énergie assimilée sur l'énergie ingérée que multiplie 100. Pour le rendement de production, c'est-à-dire le rendement de production net. Le rendement de production net, c'est la production secondaire nette. Ce rendement de production, c'est l'énergie de production nette sur l'énergie assimilée que multiplie 100. Et donc, si je veux déterminer le rendement écologique, c'est la production, rendement écologique. À partir de là, je peux déterminer le rendement écologique qu'on a donné tout à l'heure. Rendement écologique, l'efficience écologique ou l'efficacité écologique, c'est la production nette d'un niveau N sur la production nette du niveau N-1 que multiplie 100. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder le chat. Bon, j'ai une petite question sur laquelle je vais revenir parce que je ne savais pas qu'on l'avait posée. Comme je vous l'ai dit, quand je mets sur le diaporama, je ne vois pas vos questions. Donc, je vais revenir à cette question et on va continuer. Alors, oui, c'est à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on a trouvé 23% et 60%. Alors, 23%, ça correspond à la production primaire brute. D'accord? Donc, la production primaire brute, ici, ça correspond à la quantité de glucose formée, synthétisée, c'est-à-dire à l'énergie sous forme chimique. Et donc, c'est 92 sur la quantité qui a été absorbée. C'est 400. Donc, 92 sur 400 que multiplie 100, ça me donne 23%. Et pour trouver 60, c'est la production primaire nette, 55, c'est l'énergie, d'accord? C'est la production primaire nette sur la production PPB, PBB, oui, que multiplie 100. Et ça nous donne 60%. Donc, 55 sur 92 que multiplie 100, ça me donne 60%. D'accord? Bon, on va continuer. Et pour 5,5, comme je vous l'ai dit, c'était une question, donner la production primaire en fonction de l'énergie incidente. Si je veux, là, j'ai donné la fonction primaire ici. La fonction primaire par rapport à ce qu'il a été converti. Ça, ce qui est emmagasiné dans la plante. La production primaire nette, c'est ce qui est emmagasiné. Ça correspond à l'énergie emmagasinée par la plante. C'est-à-dire l'énergie transformée en tissu. Et l'énergie de l'énergie qui a été absorbée, 92 ont été transformées en glucose. De cette énergie absorbée, une partie a été transformée en énergie chimique. D'accord? Donc 92 sur 400 peut multiplier 100, ce qui nous a donné les 23%. Mais ici, j'ai posé la question suivante, c'est donner la production primaire nette en fonction de l'énergie incidente, en fonction de l'énergie incidente, pas en fonction de l'énergie absorbée, en fonction de l'énergie incidente. Et donc, si je mets 55 sur 1000 que multiplie 100, ça va me donner 5,5% de l'énergie incidente, qui est transformée en tissu. D'accord? Donc, on continue. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'efficacité écologique, elle est de l'ordre de combien? Elle est de l'ordre de 10%. Uniquement 10% de l'énergie qui se trouve dans un niveau trophique est emmagasinée dans le niveau suivant. 10% qui se trouve dans ce niveau-là est emmagasiné dans le niveau suivant. Et 10% qui se trouve dans ce niveau est emmagasiné dans ce niveau. Donc, on va parler du niveau. Qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez une certaine quantité d'énergie solaire qui est émise. Elle est de l'ordre de 1 million. D'accord? De cette énergie émise, de l'énergie solaire émise, on a 10 000, donc 1 million de joules. Donc on a l'unité ici. 1 million de joules de l'énergie solaire et de ce 1 million, 10 000
joules d'énergie accumulée dans les producteurs primaires, qui est transformée en tissu dans les producteurs primaires. Donc, ça correspond à combien? Combien de l'énergie solaire ont été emmagasinés ou accumulés chez les producteurs? C'est combien? J'attends. Donc, faites le calcul. Mais vous devez le savoir, on en a parlé. Hein, oui, j'ai deux réponses, elles sont justes. C'est 1%. 1%. Et qu'est-ce qu'on a dit? De l'énergie émise par le soleil, généralement 1% uniquement qui est fixé par les plantes. Mais ce 1%, il est très important en écologie. Pourquoi il est très important? J'attends la réponse. Il n'y a que 1% là, c'est peu. Ça vous paraît peu. 1%, c'est rien, c'est presque rien, 1%. Des fois, c'est 0,5%, ça dépend. Hein. Des fois, dans les cultures, avec les engrais, etc., on peut arriver à 5%. Mais généralement, 1% de l'énergie solaire est fixée par les plantes. Et ça, c'est dû à certains facteurs limitant la production primaire. On les a déjà vus. Mais ce 1%, il reste quand même important. J'attends la réponse. Oui, j'ai une bonne réponse là. Ce 1%, il est très important. Pourquoi? Parce que là, les producteurs primaires sont les seuls qui sont capables de transformer l'énergie solaire en énergie chimique et la mettre à la disposition des autres maillons de la chaîne. Ils sont à la base de la chaîne. Sans cette transformation, on n'aura pas la suite de la chaîne. Donc, je vais revenir ensemble. D'accord? Donc, c'est très important en écologie car les producteurs primaires sont à la base des chaînes trophiques. Et par la suite, dans la chaîne, il y a uniquement 10% donc de ces 100% qui sont à la disposition des herbivores. Les herbivores, ils ne vont stocker que 10%. Les 90% seront perdus. Donc, vous voyez, il y a un transfert d'énergie le long de la chaîne et ce transfert de l'énergie, il se fait avec des pertes. Les pertes, ce sont très importantes. 90% de l'énergie est perdue et uniquement 10% de cette énergie disponible qui va passer dans le maillon suivant. Après, donc, des herbivores aux carnivores de premier ordre, il n'y aura que 10% qui sera fixé, 90% perdu. Donc, les carnivores, ils fixent que les 10%. Donc, je pars de 10 000 joules, j'arrive à 1000, 100, puis 10 joules chez les carnivores secondaires. Et c'est pour cette raison que l'énergie, elle devient de plus en plus rare en passant d'un maillon à l'autre. Et comme l'énergie, elle devient rare, les chaînes ne peuvent pas être plus longues. Et donc là, vous savez que pour rechercher la nourriture, l'animal, il doit dépenser de l'énergie. Si l'énergie dépensée à la recherche de la nourriture dépasse l'énergie de vie, l'animal, il ne va pas survivre. Et donc, c'est pour ça que les chaînes trophiques ne sont pas aussi longues. On va le voir. Donc, les pertes d'énergie, il faut savoir, elles sont dues à quoi? Elles sont dues au fait que l'énergie disponible n'est pas utilisée par des consommateurs, que ce soit le premier ordre, deuxième ordre, etc. Donc, une partie des plantes n'est pas consommée par les herbivores, ou bien toute la proie n'est pas consommée par les prédateurs. D'abord, les pertes, ils viennent de ça. Donc, ces pertes, elles sont expliquées par le fait d'abord que toute l'énergie disponible n'est pas utilisée, d'accord? C'est-à-dire que toute la plante n'est pas consommée par l'herbivore, ou bien toute la proie n'est pas consommée par le prédateur. Il y a des pertes à ce niveau, de grandes pertes. Ensuite, le matériel consommé n'est pas digéré en totalité. Donc, tout le matériel consommé n'est pas assimilé. Tout le matériel consommé n'est pas assimilé. Il y a une grande partie qui est rejetée avec les excréments. La partie non assimilée est rejetée avec les excréments.
et uniquement une partie du matériel digéré, d'accord, qui va servir de tissu. Donc, une partie du matériel digéré est utilisée pour produire de l'énergie et de la chaleur, c'est de l'énergie perdue sous forme de respiration, et uniquement une partie qui va servir à former les tissus. Donc, à chaque passage, on a des pertes qui peuvent s'expliquer par ces trois facteurs. Donc, toute la proie ou toute la plante n'est pas utilisée, le matériel consommé n'est pas digéré, et ce qui est digéré ou bien ce qui est assimilé va être utilisé va être perdu sous forme de respiration. Et donc, au niveau supérieur de la chaîne, la nourriture, elle devient trop rare, et l'énergie dépensée pour la trouver dépense l'énergie nécessaire pour vivre. Donc, c'est pour ça, ça nous explique encore une fois pourquoi les chaînes trophiques ne sont pas aussi, ne sont pas longues et elles ne dépassent pas généralement 3 à 4 niveaux. Alors, donc je termine, je pense, par... non, on va faire un exercice pratique. On a encore 5 minutes, je crois. Attendez, je vais voir mon montre. Ou bien je vous donne l'exercice et vous allez répondre à cet exercice et on le fera la semaine prochaine. Il est 38, on ne pourra pas le faire l'exercice en totalité. Alors, voilà l'exercice. Bon, la séance elle va être enregistrée. On va le discuter et vous allez répondre à cet exercice, on le fera ensemble la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, vous avez un écosystème qui reçoit 1 million de kilocalories par mètre carré par jour d'énergie lumineuse. Donc, l'énergie incidente au niveau de l'écosystème, elle est de 1 million de kilocalories par mètre carré par jour. De cette énergie, il n'y a que 2,5% qui est utilisée par la photosynthèse, donc les plantes. La respiration des plantes fait perdre 90% de cette énergie accumulée. Dans ces 25 kilocalories par mètre carré par jour de matière, bien sûr. Les carnivores primaires produisent 2,5 kilocalories par mètre carré par jour. Et les carnivores secondaires, ils produisent 0,5 kilocalories par mètre carré par jour. Vous savez que dans la plupart des chaînes, plus on monte dans la chaîne, plus les organismes deviennent de plus en plus grands et leur nombre, il n'est pas important. Le nombre il diminue. D'accord? Le nombre diminue, mais la taille augmente, généralement. Hein? Donc, en général, la taille des organismes augmente et le nombre diminue. Alors, dans cet exercice, on vous demande de calculer la productivité brute, la productivité brute, PPV, de calculer la productivité nette, PPN, et de calculer les rendements écologiques des différents organismes. D'accord? Le rendement écologique des herbivores, le rendement écologique des carnivores, le rendement écologique des carnivores d'ordre 1 et d'ordre 2. Et vous allez ajouter à cette question l'efficacité photosynthétique. Ajoutez à ces trois questions l'efficacité photosynthétique. D'accord? Donc, quand je parle des végétaux, on parle d'efficacité photosynthétique. Beaucoup plus. Donc, l'efficacité écologique, c'est pour les herbes carnivores et de premier ordre, deuxième ordre. Et vous allez donner l'efficacité photosynthétique. D'accord?